Il est 8h32 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Frédéric Ancel. Bonjour. Merci d'être dans ce studio ce matin pour nous aider à y voir plus clair. Vous êtes docteur en géopolitique, maître de conférence à Sciences Po Paris. On n'a qu'une envie, c'est de croire le titre de votre dernier ouvrage, La guerre mondiale n'aura pas lieu, aux éditions Odile Jacob. Et si les Israéliens n'avaient en réalité pas atteint leurs objectifs, le programme nucléaire iranien ne serait, selon le New York Times et CNN, que retardé de quelques mois. Est-ce possible? Oui, c'est possible, retardé de quelques mois ou de quelques années, c'est-à-dire sur le plan militaire, quelque chose qui est tout sauf aberrant. En réalité, sont dans la pensée magique ceux qui pensent, ou dans la naïveté géopolitique, ceux qui croient qu'on peut ou qu'on pouvait ou qu'on pourrait réduire à néant un processus de nucléarisation avec des capacités techniques, théoriques, qui ont été développées depuis plus de 25 ans. C'est ce que dit l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui dès 2002, je le rappelle, à son siège à Vienne, stigmatisait le régime pour ses mensonges. Si vous voulez, ce processus est très avancé. Il était tellement avancé qu'il fallait, d'une façon ou d'une autre, à court moyen terme, non pas y mettre fin, mais le retarder. Et surtout, au-delà de ça, convaincre le régime iranien que, de toute façon, s'il se remettait à poursuivre ce processus de nucléarisation potentiellement à usage militaire, eh bien, il prendrait de nouveau des coups extrêmement durs parce que l'espace aérien, il reste libre. Vous avez l'air de le dire comme si, finalement, oui, ça fait partie de la logique. Mais il y a encore 24 heures, on entendait le Premier ministre israélien, le président américain dire qu'ils avaient anéanti le programme nucléaire iranien. Si ça n'est que retardé de quelques semaines, aurait-il fallu bombarder davantage si on se met du point de vue israélien? Aurait-il fallu négocier davantage si l'on se met du point de vue aussi de l'AIEA? Et au fond, est-ce que les objectifs qui étaient quand même... Alors certes, peut-être de se contenter de repousser, mais pas que de quelques semaines. Alors vous avez des objectifs affichés, affirmés. Là, on est dans la dimension rhétorique, sémantique. Vous savez ce qu'on dit à la guerre, la première victime, c'est la vérité. Donc chacun, bien évidemment, c'est vrai aussi d'ailleurs pour les Iraniens, a besoin vis-à-vis de sa propre opinion publique et de ses alliés dans la région de crier au triomphe. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je pense que de toute façon, l'important, c'est que l'Iran, enfin ce régime-là, tant qu'il est au pouvoir, sache que il ne pourra pas faire la bombe. Et je le dis depuis environ 30 ans. L'Iran n'aura pas la bombe. Et il ne l'aura pas notamment parce que personne ne la veut, parce que le traité de non-prolifération nucléaire de 1968, et je le dis et je le répète... Parce qu'officiellement, d'ailleurs, l'Iran lui-même n'était pas censé la vouloir. Officiellement, l'Iran ne la voulait pas. Il faisait tout pour l'avoir, bien évidemment. Mais officiellement, non. Parce que ce traité, il est tenu par le monde entier. Le Conseil de sécurité, dès 2007. 2007, Netanyahou n'est pas au pouvoir en Israël. Donc ça n'a rien à voir avec le régime du côté israélien. Certainement pas. Les Israéliens ont toujours évidemment protesté contre ce processus de nucléarisation, puisque eux évidemment, et on le voit bien, seraient directement touchés. Je dis on le voit bien parce que le rayon d'action de la balistique, donc des missiles iraniens, englobe l'intégralité du sol israélien. On l'a bien vu. Mais de 2002 et 2007 au Conseil de sécurité, au Conseil de sécurité, où figure de manière permanente la Chine, la Russie. On adopte un train de sanctions, puis un deuxième, et depuis il y en a eu une bonne vingtaine, contre l'Iran, précisément parce que ce régime allait potentiellement à la bombe. Donc ça concerne absolument tout le monde. Vous nous dites qu'ils n'auront pas la bombe, mais qu'est-ce qui nous dit que les 400 kilos d'uranium enrichi, qui peuvent tenir dans des valises, qui peuvent tenir dans des barils, n'ont pas été déplacés dans une infrastructure qui lui permette de continuer le processus dans le plus grand secret? Alors d'abord dans le plus grand secret, au regard des réussites du renseignement israélien ces derniers mois, ça ne veut plus dire grand-chose en Iran. C'était vrai d'ailleurs avec aussi le Hezbollah au Liban, mais là en Iran les choses sont extrêmement claires. Du point de vue militaire, du point de vue politique, on a eu affaire à toute une série de frappes, d'interventions israéliennes via de très nombreux complices, nécessairement au sein même de la population iranienne, peut-être même d'ailleurs et vraisemblablement de l'armée iranienne, sinon des gardiens, qui aujourd'hui interdit de croire que l'Iran peut continuer à faire quelque chose, quoi que ce soit, dans le plus grand secret. Ça j'y crois absolument plus. Un, et deux, l'important c'est de savoir que ces 400 kilos, ça pourrait être 25 tonnes, ça pourrait être 3 kilos, de toute façon ne peuvent pas être propulsés sur Israël ou sur d'autres États. Il faut une étape supplémentaire. Plusieurs étapes. C'est-à-dire que une bombe atomique, évidemment, par définition, ça nécessite
toute une série de systèmes, notamment de mise à feu, des systèmes de régénération, des systèmes de propulsion, de fixation sur un missile. Or, un certain nombre de missiles ont été frappés, des rampes de lancement ont été détruites, et surtout, j'insiste, l'espace aérien iranien, il est nu. Et il n'y a aucune espèce de raison de croire que dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, il ne le sera plus. Et regardez à quel point le ministre des Affaires étrangères iranien donc, est allé demander du secours à Vladimir Poutine, qu'il n'a pas obtenu. Et les Russes, non. Alors ça, je le dis et je le répète, c'est très important. Les Russes n'ont pas communiqué tellement là-dessus, précisément. Et pour cause. Parce qu'ils ont quand même trahi, non pas l'accord militaire, puisque je le dis et je le répète, il n'y avait pas d'alliance militaire entre Moscou et Téhéran, et encore moins entre Pékin et Téhéran. Or, le terme d'alliance, je l'ai entendu et je l'ai lu à maintes reprises. Ce n'est pas une alliance dans ces cas-là. Non seulement c'est pas une alliance. Le mot d'alliance n'est pas juste. Absolument. Il est galvaudé, il est tout à fait injuste. Il y a eu un accord de partenariat militaire, essentiellement à but commercial, en janvier, signé entre la Russie et l'Iran. Mais en aucun cas, cet accord n'impliquait la nécessité statutaire pour la Russie de protéger l'Iran si l'Iran était attaqué. Frédéric Ancel, Donald Trump dément les informations de CNN, de nos confrères de CNN et du New York Times. Il crie à la fake news, comme d'habitude d'ailleurs il le fait sur ses réseaux sociaux. Il le fait en lettres majuscules, sous-entendu vraiment qu'il n'est absolument pas d'accord. Il dit les fake news CNN ainsi que le New York Times défaillants se sont associés pour tenter de dénigrer l'une des frappes militaires les plus réussies de l'histoire. Les sites nucléaires iraniens sont complètement détruits. Le Times et CNN se font tous les deux laminer par le public. Voilà ce que dit Donald Trump. Est-ce qu'on peut croire les renseignements qui sont donnés par CNN et le New York Times, ou est-ce qu'il faut croire le président américain? Aujourd'hui, croire le président américain, c'est assez rare quand même. Il faut être extrêmement attentif à ce qu'il dit. Et en général, il organise son imprévisibilité. Et parfois, d'ailleurs, c'est des propos tout à fait fantasques. Mais là encore, je crois que le fond du problème, il est ailleurs. Oui, clairement, la majorité des sites nucléaires iraniens ont été frappés, pour certains vraisemblablement largement détruits. Après, un site, ça peut se reconstruire. Mais encore une fois, je vous ai dit que l'espace aérien iranien étant totalement nu, les Israéliens pourraient réintervenir à peu près quand bon leur semble, et où bon leur semble, sur le territoire iranien. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est vrai que tactiquement, cette frappe a été réussie. Or, c'est la première fois que cette méga-bombe était utilisée par l'aviation américaine. Donc c'est pas négligeable. Et derrière ça, le président américain dit quelque chose aux alliés dans la région. Il dit quelque chose à la Chine, il dit quelque chose à la Russie. Ne me prenez pas pour un pitre. C'est-à-dire que j'ai pu prendre des décisions. Mais à un moment, je suis capable d'appuyer sur le bouton. Voilà, exactement. J'ai pu. Alors, lui ne parle pas évidemment de valse hésitation, mais j'ai pu hésiter ici ou là. C'est pas ce qu'il dit. Moi, je vous dis qu'il a hésité à plusieurs reprises. À la fin des fins, je suis capable d'envoyer sur un État qui n'est pas négligeable tout de même une méga bombe. Donc attention, je suis sérieux. Mais je reprends le mot. Les sites nucléaires iraniens sont complètement détruits. Cette phrase-là, vous ne la reprenez pas à votre compte. Non seulement je la reprends pas, mais ce n'est pas possible de détruire l'intégralité. Ah bah oui, l'ampleur des propos relève de la propagande. S'il avait dit la plupart des sites sont partiellement détruits, c'est déjà beaucoup. Et attention, vous autres régimes des mollahs, vous allez voir ce que ça va vous coûter de continuer. Oui, là évidemment, on était dans la réalité. Mais toutes les sources militaires qu'on peut recouper, que je recoupe depuis maintenant quelques heures et ces derniers jours, disent à peu près la même chose. L'essentiel a été touché, ce qui signifie qu'effectivement, ça c'est manifeste. La communauté internationale, du point de vue de la prolifération, voulue très clairement par ce régime, on a gagné du temps. Et gagner du temps, c'est très important sur le plan militaire et stratégique. Est-ce que Donald Trump a décrété le cessez-le-feu et choisi le jour du cessez-le-feu en fonction de la réalité du terrain, c'est-à-dire parce que effectivement, il estimait que les buts officiels et officieux d'Israël étaient atteint, ou est-ce qu'il a décrété le cessez-le-feu parce qu'il partait 24 heures plus tard à l'OTAN et qu'il voulait que le cessez-le-feu soit intervenu avant? Qu'est-ce qui a dicté le calendrier du cessez-le-feu? Est-ce l'efficacité sur place ou est-ce uniquement la démonstration de force qu'il voulait avoir?
Moi, je pense que c'est les deux, mais la variable principale de sa prise de décision, c'était effectivement le fait il était démonstratif, c'est-à-dire que il avait pris la décision de frapper le site le plus important, le plus durci, le plus difficile à atteindre, et surtout en face, Faro exactement, et Fordo, pardon. Et en face, il y avait un régime qui était aux abois et qui a accepté, je parle du régime iranien, et qui a accepté un cessez-le-feu. Alors humiliant, sauf que la dernière frappe, évidemment, elle a été pour une base américaine dûment vidée au Qatar, puisqu'évidemment les Iraniens avaient prévenu les Américains qu'ils allaient frapper. Mais Frédéric Ancel, vous dites les Iraniens l'ont effectivement accepté et finalement probablement soulagé. Les Israéliens l'ont-ils accepté de bonne foi ou parce qu'ils n'avaient pas le choix? C'est-à-dire, est-ce que Benjamin Netanyahou, qui 24 heures plus tôt disait qu'au fond il fallait continuer les frappes, finit par dire ok c'est bon, on accepte le cessez-le-feu parce qu'en effet les objectifs sont atteints, mais uniquement parce qu'il n'a pas le choix et parce que Donald Trump lui dit maintenant tu acceptes le cessez-le-feu? Alors effectivement, contrairement à ce qu'ont prétendu beaucoup d'observateurs, Netanyahou ne tient pas dans sa main Trump. Ça c'est faux, c'est à moitié complotiste hein, comme perception, sinon bien pire. En réalité, Trump décide à la fin des fins de ce qui va se passer, de ce qui va se produire. Je vais même vous poser la question plus largement. Est-ce que Benjamin Netanyahou s'est fait avoir par le président américain? Je ne crois pas, parce que Netanyahou, sur le plan strictement militaire, a atteint pour le coup l'essentiel des objectifs militaires qui étaient ceux de l'état-major israélien. Et encore une fois, de manière démonstrative. Il s'agit de démontrer que l'Iran, aujourd'hui, est dans l'incapacité totale de faire plus que de frapper quelques immeubles et de faire un certain nombre de dizaines de tués en Israël, moyennant quoi la chasse israélienne peut intervenir partout et sans subir le moindre dégât. Aucun appareil n'a été détruit, ce qui dans l'histoire militaire aérienne moderne en fait est quelque chose de totalement nouveau. En revanche, là où je vous rejoins, c'est dans la nuance, c'est quand Netanyahou, et d'ailleurs je le disais à votre micro, quand Netanyahou a commencé à s'inscrire dans le registre du politique et non plus seulement du militaire, lorsqu'il a commencé à dire que ce régime devait tomber, faisant penser à juste titre que c'était l'un de ses objectifs à terme, là j'ai commencé à tiquer beaucoup plus que sur la dimension militaire, parce que d'abord c'est très compliqué de faire chuter un régime, d'une part. D'autre part, on s'inscrit dans une très grande difficulté en termes de crédibilité. En gros, vous dites que vous allez faire tomber le régime et qu'il doit tomber. Si, au moment où intervient le cessez-le-feu, ce n'est pas le cas, eh bien, on va pointer le doigt sur vous en disant, mais finalement, vous n'avez pas atteint vos objectifs. On va y revenir dans un instant sur l'état, justement, du régime iranien. Mais sur cette question de cessez-le-feu, encore une fois, qui a gagné cette guerre? Y a-t-il d'ailleurs seulement un gagnant? Alors tout à l'heure, j'entendais mon ami Gaïs Minassian, qui est un très bon géopolitologue, dans l'émission précédente, dire qu'en réalité, il n'y avait pas de véritable gagnant, parce que une vraie victoire s'inscrit sur des temps plus longs. Je le rejoins sur le plan stratégique, mais tactiquement, la victoire, elle appartient bien évidemment à Israël. Pourquoi? Parce que encore une fois, Israël a fait la démonstration que dans une confrontation entre les missiles iraniens et les chasseurs bombardiers israéliens, pour faire court, entre le renseignement iranien et le renseignement israélien, il y avait eu un chaos au point, et en quelques jours. Bon, de ce point de vue-là, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de contestation. Après, encore une fois, si on considère que Netanyahou souhaite faire chuter le régime iranien, ce qui commençait à apparaître de plus en plus clairement jour après jour, là, évidemment, l'objectif n'est pas atteint, et j'ai toujours affirmé que cet objectif-là n'était pas à la portée d'Israël, et peut-être même pas à la portée des États-Unis. De qui est-il à la portée? Du peuple iranien. Est-ce qu'aujourd'hui, on sait où se cache, enfin peut-être pas moi, peut-être éventuellement vous, mais surtout, est-ce que Donald Trump, est-ce que Benjamin Netanyahou savent où se cache le guide suprême Khamenei? J'en suis absolument convaincu, et tout aussi convaincu qu'il ne cherche pas à l'abattre. Autant Nasrallah, le chef du Hezbollah, qui a été abattu dans les conditions qu'on sait à l'automne dernier par Israël. Ciblé de manière extrêmement précise. Absolument. Sur le sol iranien. Sur le sol libanais. Là, on parle bien de Nasrallah, donc le chef du Hezbollah. Autant là, pour Israël, il s'agissait d'un objectif militaire. Pourquoi? Parce que Nasrallah était un vrai stratège. Khamenei, je ne sache pas que depuis qu'il est au pouvoir, donc depuis la mort de son prédécesseur Khomeini, il ait fait preuve d'un très très grand sens de la stratégie. Au contraire, il a échoué, puisque cette séquence où l'Iran manifestement a perdu, cette séquence commence le 8 octobre 2023, c'est-à-dire au lendemain du massacre du Hamas perpétré par Israël, puisque l'Iran à ce moment-là prend l'écrasante responsabilité de pousser le Hezbollah à faire également la guerre à Israël. Perpétré en Israël. Est-ce que ce cessez-le-feu peut durer? Oui, je pense qu'il peut durer, parce que les deux belligérants y ont intérêt. L'intérêt pour Israël aujourd'hui, d'abord, c'est de panser ses plaies, parce qu'Israël a quand même été malgré tout touché, d'une part, et d'autre part, de ne pas énerver le président américain.
Encore une fois, dans le rapport de force entre Trump et Netanyahou, il ne faut pas fantasmer. C'est évidemment Trump qui l'emporte à la fin des fins. Et puis surtout, le régime iranien, lui maintenant, il doit se confronter à sa propre population. Et je pense que de ce point de vue-là, on a affaire à un régime qui, au-delà même de la volonté d'obtenir la bombe ou de tenir des proxys dans la région, souhaite comme objectif fondamental rester au pouvoir. Comme d'ailleurs la plupart des régimes, et en particulier des régimes autoritaires. Frédéric Ancel, de ce point de vue-là, sans que le régime n'ait été déchu, est-ce qu'il a été fragilisé ? Ou est-ce qu'au contraire, parce qu'il a été fragilisé, il ne va que devenir plus dur ? Mais c'est les deux. Parce qu'il a été fragilisé, aujourd'hui, à l'intérieur, je crains que la répression, déjà terrible, sur les femmes, sur les opposants, sur la jeunesse de manière générale, soit évidemment beaucoup plus cruelle. Et il a été très fragilisé à l'échelle régionale. Aujourd'hui, quels sont les alliés de l'Iran ? Je répète pour la dernière fois, mais c'est très important que c'est ni la Chine ni la Russie. Ce ne sera pas la Chine et la Russie. Qui alors ? Eh ben, y en a-t-il ? Non, d'un point de vue étatique, il n'y en a aucun. Aucun État aujourd'hui n'est allié de l'Iran et on l'a bien vu. Et dans la région, la plupart des États, et notamment des États arabes sunnites, restent indéfectiblement alliés des États-Unis. Et là, pour le coup, au sens militaire statutaire du terme, avec une cerise sur le gâteau, les Émirats arabes unis et Bahreïn, signataires des accords d'Abraham avec Israël en 2020, n'ont pas dérogé à cet accord, n'en sont pas sortis, et même moins que jamais. Est-ce que ça veut dire qu'on peut craindre que l'Iran, soit plus dur encore avec sa population, que ce ne soit pire au fond pour la population aujourd'hui que ça ne l'était avant ces frappes ? Et est-ce que ça veut dire que l'Iran va être de plus en plus isolé sur la scène internationale ? Il est déjà très considérablement plus. Je vois pas très bien comment il pourrait l'être, parce que je rappelle que les trains de sanctions que j'évoquais depuis tout à l'heure, qui courent depuis 2007, ils se maintiennent, ils se sont maintenus. Donc je pense qu'il sera plus dur à l'intérieur. Et autant je vous dirais que la valeur comparative avec l'Irak en 2003 me paraît extrêmement faible, autant il faut se souvenir que Saddam Hussein, lorsque son armée a été cassée lors de la première coalition légale en droit international, c'était en 91, tempête du désert. Eh bien, lui, il est resté au pouvoir et les chiites et les Kurdes, donc au sein même de sa propre population, ont subi ensuite le martyre. Frédéric Ancel, c'est à ce moment-là que s'ouvre donc le fameux sommet de l'OTAN qui se passe à La Haye. Et alors qu'il était en chemin vers La Haye, Donald Trump a donné à savoir à tous un SMS privé qu'il a reçu du secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, qui lui écrit, je cite, « Vous vous envolez vers un nouveau grand succès et vous allez réaliser quelque chose qu'aucun président, aucun en lettres majuscules, ce qui est vraiment un clin d'œil particulièrement, falot à l'endroit de Donald Trump, qu'aucun président américain n'était parvenu à faire durant des décennies. L'Europe va payer un prix énorme, là encore énorme, c'est en lettres majuscules, pour financer sa défense, comme elle le devrait, et ce sera votre victoire. » Voilà ce qu'écrit donc Mark Rutte à l'endroit de Donald Trump vis-à-vis des Européens. Ça donne vraiment le sentiment que le secrétaire général de l'OTAN a choisi son camp. De toute façon, l'OTAN par définition, puisque la principale puissance à la tête de l'OTAN, et de très loin, ce sont les États-Unis. Je ne suis pas certain, pour reprendre votre terme estudiantin très juste, que faire le faillot avec Donald Trump de cette manière-là favorisera l'OTAN. Trump a un nord de sa boussole, je l'ai toujours dit, c'est le mercantilisme absolu. Autrement dit, il dira à cet admirateur, à cet adulateur, oui, les mots c'est très bien, je veux des actes, et en fait des chiffres. Et je rappelle que Trump était passé de la volonté l'exigence de 2% en termes des PIB, des États européens membres de l'OTAN et des autres d'ailleurs, en dépenses de défense, il était passé de 2 à 3,5%, ce qui d'ailleurs est inimaginable. Il estime que les Européens ne payent pas suffisamment, ce qui est vrai, c'est-à-dire proportionnellement aux Américains, les Européens payent moins, payaient moins. Et c'était notamment vrai pour les Allemands. Là-dessus, les Allemands étaient de ce point de vue-là emblématiques. Oui, mais sauf que là, il le fait de manière extrêmement brutale, et je pense que essayer de considérer que l'Europe puissance ne peut pas un jour prévaloir, ou ne peut pas en tout cas constituer une alternative, est une erreur. Alors Monsieur Rutte, il est dans sa fonction, dans sa mission, il dira pas autre chose. Mais moi je pense que il faut absolument, je le dis en tant que géopolitologue, mais aussi en tant que citoyen français et européen, il faut aller vers l'Europe puissance, parce que même si on dépense plus, rien ne nous dit que Monsieur Trump, exactement, rien ne dit que Monsieur Trump n'exigera pas davantage encore ces prochaines années, si tant est qu'il respecte un jour un contrat de défense avec nous autres Européens. Mais ne pas sortir de l'OTAN pour autant. Doubler l'OTAN d'une défense européenne. C'est exactement ça. Moi je pense qu'on doit fonctionner sur deux moyeux, si vous voulez. L'OTAN, bien évidemment, reste une force très très considérable et très dissuasive, mais à côté de ça, je pense que les membres européens de l'OTAN, dont la France, n'ont pas nécessairement les mêmes intérêts que les États-Unis.
États-Unis et par conséquent, nous devons monter en autonomie. Merci beaucoup Frédéric Ancel d'avoir répondu à mes questions ce matin. Docteur en géopolitique, maître de conférence à Sciences Po Paris. Et votre livre, La guerre mondiale n'aura pas lieu.